L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition d'information de la soirée. Voici à présent les titres de ce journal. Au Gabon, l'Organisation des employés du pétrole dénonce l'échec des premières négociations avec le gouvernement. En conséquence, la grève se poursuit avec un énorme impact socio-économique. Nous irons également à Niamey où l'autorité du bassin du Niger a organisé une marche de santé ce dimanche dans le cadre de la commémoration de son 50e anniversaire. Cette marche vise à donner plus de visibilité et à rappeler les objectifs et les missions de l'ABN. Et puis du sport avec le mondial des clubs. L'ES Sétif d'Algérie s'arrête en quart. Le club algérien a été battu ce samedi par les Néo-Zélandais d'Auckland City 1-0 et quitte donc ce mondial des clubs qui se déroule au Maroc. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. C'est sur le Gabon que nous ouvrons cette édition. Le Gabon où l'Organisation des employés du pétrole dénonce l'échec des premières négociations avec le gouvernement. L'ONEP exige la suspension des prélèvements faits aux salariés à la caisse d'assurance maladie et de garantie sociale. De même qu'elle réclame la réhabilitation de plusieurs travailleurs du secteur pétrolier licenciés pour motif de grève, des points que le syndicat n'a pas réussi à faire passer lors de ses échanges avec le Premier ministre. En conséquence, la grève se poursuit avec de multiples conséquences sur le plan socio-économique. Ismaël Obianze fait le point. L'échec des négociations entre le gouvernement et les employés du pétrole n'est pas pour décanter la situation dans les meilleurs délais. L'ONEP veut de la suspension des prélèvements à l'ACNAM-GS pour mieux en redéfinir le mode opératoire. Les pouvoirs publics disent non à cette requête. Le gouvernement a maintenu sa position en disant le prélèvement est impossible. Le NEP dit la suspension des prélèvements doit se faire et nous devons nous asseoir avec tout le monde pour redéfinir. Le plus rapidement possible, nous nous accorderons sur cet aspect. Le plus rapidement possible, les prélèvements reprendront. Et je le répète, il s'agit d'un point essentiel pour les travailleurs du secteur pétrolier, pour la poursuite de la grève ou la non-poursuite de celle-ci. En revanche, le gouvernement a proposé des mesures compensatoires à l'exigence des grévistes. L'ONEP à son tour balaie ses propositions d'un revers de la main. Très peu d'entre nous pouvons prétendre à des salaires allant jusqu'à 6 millions de francs CFA. Donc l'impact est nul, puisque que ce soit le plus petit des travailleurs, c'est-à-dire celui qui a le plus petit salaire, ou celui qui a un salaire qui est égal ou supérieur à 6 millions de francs CFA, nous nous plaignons tous du niveau excessivement élevé des prélèvements. Donc, ces mesures-là, la défiscalisation de la retraite complémentaire, il y a combien de personnes qui peuvent prétendre dans le secteur pétrolier ou dans le secteur privé de façon générale, qui peuvent prétendre disposer aujourd'hui d'une assurance retraite complémentaire? Très peu, c'est une minorité. Dans ce dialogue de sourds, le consommateur du fioul, qui du reste se raréfie chaque jour, a l'estomac tout retourné. Quand on refuse de me servir, je suis à la pompe depuis. On favorise les bidons. Je leur ai proposé de remplir au moins 10 bidons pour un véhicule. S'ils ne sont pas contents, ils font 20 bidons pour un véhicule. Moi, on ne va pas passer la journée ici à cause des bidons. Moi, j'ai mes bidons dans la voiture. Les stations-service ne désemplissent pas. En témoignent ces longues files d'attente sur le boulevard Léon-Bas et pas très loin du site du Calvaire se dresse le gigantesque immeuble des hydrocarbures où il est peut-être déjà envisagé une solution à la crise qui perdure. Et nous restons toujours dans la sous-région Afrique centrale, cette fois en République démocratique du Congo, avec ce bilan revu à la hausse. Ce ne sont pas 26 mais 129 personnes qui ont péri jeudi dans le naufrage d'un bateau sur le lac Tanganyika. L'embarcation transportait des passagers et des marchandises. Selon le ministre des Transports de la province du Katanga, le bateau a chaviré parce que surchargé et que les conditions météorologiques étaient mauvaises.
Nous poursuivons avec l'actualité. Des milliers de personnes ont manifesté à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles demandent la réouverture du dossier concernant Norbert Zongo, ce journaliste burkinabé, connu pour ses positions critiques du pouvoir et assassiné il y a 16 ans sous la présidence de Blaise Compaoré. L'affaire avait abouti à un non-lieu en 2006, mais depuis le départ du pouvoir de Blaise Compaoré, des dizaines de documents ont été retrouvés et pourraient être liés au quadricourt. Dans le cadre de la commémoration de son 50e anniversaire, l'autorité du bassin du Niger a organisé ce matin à Niamey une marche de santé. Cette marche du personnel a été mise à profit pour se donner de la visibilité, mais également rappeler ses objectifs et ses missions dans 9 États membres. Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Sur plus de 500 mètres, ils ont marché pour rappeler que l'autorité du bassin du Niger a 50 ans. 50 années que cette institution sous-régionale contribue à améliorer la vie des populations du bassin. Cette marche de santé qui regroupait le personnel de l'ABN ainsi que plusieurs autres invités avait comme point de chute le siège de l'institution. L'occasion pour son secrétaire exécutif de livrer un message fort. Donc nous voulons montrer que ceux qui travaillent à l'ABN et qui ont jusqu'à 50 ans sont encore en forme. Et puisque l'ABN a 50 ans et qu'il est encore en forme, nous espérons qu'à l'avenir nous allons plus marcher avec cette force que nous avons montrée ce matin. Cette marche de santé a surtout été une action de visibilité pour l'autorité du bassin du Niger à travers ses 9 pays membres. Et le Mali à présent, avec cette visite de la nouvelle cité universitaire, les hautes autorités du pays se sont rendues sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et les difficultés liées au retard. Les détails avec Mahmoud Kabadiakité et Cheikh Tidiane Koulibaly. Répartie en zones pédagogiques, résidentielles et administratives, la cité universitaire de 4000 places de Kabala est le fruit de la coopération sino-malienne. Logé sur une superficie de 110 hectares, le chantier qui est fin sorti des terres devrait bientôt accueillir des milliers d'étudiants, d'où cette visite du Premier ministre malien Moussa Mara et des membres de son gouvernement pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le site de Kabala est impressionnant. Il est impressionnant par la majesté des bâtiments qui sont en train d'être érigés. Il est aussi impressionnant par le degré d'engagement de la partie chinoise, puisque la zone pédagogique est prise en charge par un don chinois et un don de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Mais aussi par l'effort que le gouvernement malien a déjà consenti. Entamé depuis plusieurs années, la réalisation de ce vaste projet a connu d'énormes difficultés financières ayant causé le retard des travaux. Des problèmes liés à la sécurité, l'eau, l'énergie ou encore le paiement des arriérés qui devraient être réglés pour bientôt selon le Premier ministre. On va essayer dès demain matin, lundi 15 décembre, prendre des décisions qui puissent permettre de lever les difficultés progressivement et que dans les premiers jours de l'année 2015, corriger ce qui peut l'être afin que la partie résidentielle au moins puisse entrer en activité comme c'était prévu, c'est-à-dire premier semestre 2015. Il y a une somme qui est inscrite au budget de 2015, 5 milliards. On aurait besoin d'un peu plus, mais déjà que ces 5 milliards, on va travailler avec le ministère de l'économie et des finances puissent être libérés rapidement en 2015. Composé de 14 facultés, d'un centre multimédia, d'un dortoir et de plusieurs espaces sportifs, ce joyau qui devrait être réceptionné dans les prochains mois est à un taux d'exécution de 91%. Hors des frontières du continent, au Japon, le parti du Premier ministre Shinzo Abe a donc remporté ce dimanche avec une large victoire les élections législatives. Un scrutin anticipé qui avait pris des allures de référendum pour ou contre la politique économique du gouvernement japonais. Un macaron rouge posé sur le nom de chaque candidat élu.
Rapidement, le tableau se remplit jusqu'à l'annonce de la victoire massive du parti de Shinzo Abe qui remporte la majorité des 475 sièges en jeu au Parlement. Un résultat sans surprise. En annonçant des élections législatives anticipées il y a 3 semaines, le Premier ministre n'a pas laissé le temps à l'opposition divisée de s'organiser. Shinzo Abe a voulu faire de ce scrutin un vote de confiance populaire sur sa politique économique, les fameux Abenomics. Depuis sa mise en œuvre il y a 2 ans, cette stratégie s'est essoufflée. Le Japon est même retombé en récession au 3e trimestre de cette année. Fort de cette victoire, le Premier ministre entend bien poursuivre sa politique de relance économique. Pour l'instant, les Abenomics n'ont été réalisés qu'à moitié, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes loin des jours sombres d'il y a 2 ou 3 ans. J'ai conscience qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas aux bénéfices de cette politique, mais c'est mon devoir de les en convaincre et c'est ce que montrent ces élections. Prochaine étape donc pour Shinzo Abe, mettre en place le 3e pilier des Abenomics, à savoir des réformes structurelles comme celle du marché du travail et de l'agriculture. Des projets très impopulaires qui pourraient lui coûter cher lors des prochaines élections sénatoriales en 2016. Et dans l'actualité également, le Pérou, où un accord sur le climat a fini par être conclu ce week-end à Lima. Après 2 semaines de pourparlers, les pays participants s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais le texte est jugé trop peu ambitieux par les ONG. Jusqu'au bout de la nuit. 30 heures supplémentaires de négociations après 2 semaines de discussion pour parvenir à un accord qui vise à limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici 2050. Ce texte n'est pas parfait, mais il respecte les positions de tous les pays. Avec ce texte, nous ressortons tous vainqueurs, sans exception. Un accord à minima, encore une fois. Chaque pays est invité à présenter début 2015 ses engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un bon document. La présidence péruvienne a très bien travaillé et je pense que c'est une bonne base pour un accord à Paris. Donc c'est du très bon travail. Comme à chaque conférence sur le climat, il a fallu dépasser les clivages entre pays du Nord et pays du Sud, pays riches et pays pauvres. Et comme à chaque fois encore, la Chine, porte-voix des pays en développement, a tenté de bloquer les négociations jusqu'à ce que les pays riches s'engagent à aider financièrement les pays en développement. Pour les ONG, l'accord conclu reste insuffisant. Nous sommes ici par solidarité pour les personnes qui sont les plus touchées par le changement climatique. Nos actions répondent aux injustices que nous vivons actuellement. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà visibles, comme ici au Groenland en 2012. Des scientifiques filment en direct la rupture d'un iceberg, un phénomène loin d'être isolé, que les conférences comme celle de Lima veulent tenter d'endiguer. Concert de sensibilisation et d'information ce samedi sur la maladie à virus Ebola. L'objectif de l'événement était d'informer les populations sur les risques liés à cette épidémie. C'est un reportage d'Abdoulaye Mega et de Ramassissé avec le commentaire de Mahmoud Kabadiakiti. Vaincre la propagation de la maladie à virus Ebola à travers un concert de sensibilisation et d'information, c'est le thème de cet événement culturel initié par l'artiste Salis en collaboration avec l'association Daba Modibo Keïta. Pour les initiateurs, cette première activité constitue un point de départ en vue de mieux informer les populations sur les risques liés à la maladie. On a décidé de faire un concert sur Ebola, concert de sensibilisation et d'information. Pour sensibiliser d'abord la commune 5. Moi, j'ai déjà fait une chanson sur Ebola et je pense que ça ne suffit pas, il faut faire plus. On est là aujourd'hui dans le combat contre Ebola. On est là dans le combat contre Ebola parce que pour nous, il faut rapidement mettre fin à cette maladie. Et pour cela, il faut que tout le monde s'engage. Et en tant que membre de l'association Daba Modibo Keïta, je pense qu'on est toujours au rendez-vous du devoir. Donc c'est ce qui nous motive pour être là ce soir, pour accompagner Salix et le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, dans cette lutte contre Ebola. Une initiative à encourager et à saluer, à noter le parrain de l'événement. Toutes ces organisations font de très bonnes choses. Quand elles m'ont proposé d'être le parrain, j'ai accepté volontiers de les accompagner parce que c'est une cause noble.
L'artiste saliste et ses partenaires ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent mener leur combat jusqu'au bout dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Voilà, nous restons toujours au Mali pour parler cette fois de sport. La Fédération malienne des sports équestres a un nouveau président. Mohamed Haïdara est élu dimanche avec 9 voix contre 1 pour Pascal Traoré, son principal challenger. Les explications avec Yacouba Dansoko et Moussa Bari. Après 3 années de crise au sein de la grande famille hippique, la Fédération malienne des sports équestres s'est dotée d'un nouveau bureau et ce grâce à la bonne diligence du comité provisoire de normalisation. Pour l'exécution de la mission qui nous a été confiée, la reprise des courses hippiques constituait l'une des activités phares. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu organiser 9 courses au total, 7 avant l'hivernage et 2 à la reprise. Avant l'ouverture des travaux, 2 candidats étaient en liste, Pascal Traoré et Mohamed Haïdara. Présent à Bamako pour la circonstance, Idriss Moulay Haïdara, fils du shérif de Nioro et président d'honneur de la fédération, a apporté le soutien de son père à la future équipe fédérale. Le représentant du ministre des Sports et celui du Comité national olympique et sportif du Mali se sont tous réjouis de la tenue de cette assemblée générale élective qui permettra à la Fédération malienne des sports équestres de décoller enfin pour de bon. Sur les 10 ligues que compte le pays, seule celle de Bamako n'a pas répondu à l'appel. À l'issue du vote, Mohamed Haïdara a été élu président de la Fédération malienne des sports équestres avec 9 voix contre 1 pour Pascal Traoré. Le premier vice-président est Suleiman Makamba Doumbia, deuxième vice-président Cheikh Tidiane Keita. Le poste de secrétaire général est revenu à Afosamba Kone. Mamtou Diarra est élu au poste de commissaire général. Notre confrère Lamine Diallo est le tout nouveau secrétaire chargé de la communication. Le président élu est conscient de la tâche qu'il attend les 4 années à venir. Et je tâcherai de ne pas décevoir et faire en sorte que ce bureau soit un bureau irréprochable. Dans les 4 années à venir, je ferai tout ce qui est dans mes possibilités et dans les possibilités de mon bureau fédéral pour gérer la fédération comme il le faut. Cette assemblée générale a réuni tous les grands amoureux des chevaux au Mali. À noter que le comité provisoire de normalisation a organisé ce dimanche une course hippique à l'honneur du tout nouveau bureau de la Fédération malienne des sports équestres. Du sport encore et du football avec le mondial des clubs avant de refermer cette édition. Les Sétifs s'arrêtent en quart. Comme le club marocain du Maghreb de Tétouan, les Sétifs champions en titre a été battu ce samedi 13 décembre par les Néo-Zélandais d'Auckland City 1-0. Les Algériens quittent donc ces mondial des clubs dès les quarts de finale. Premier club algérien à participer à ces tournois, les Sétifs a subi lui aussi le réalisme des Néo-Zélandais ce samedi à Rabat au Maroc. C'est sur ce mot de sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.